Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles pour cette nouvelle émission Politique à la ferme en compagnie d'Angélique Delahaye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne. Alors, j'ai une première question. Et maraîchère. Et maraîchère avant tout, bien entendu. J'ai une question à vous poser. On a vu le président Emmanuel Macron déambuler dans les allées 12 heures durant. On a l'impression qu'on a un président de l'agriculture, mais on n'a pas de ministre de l'agriculture. Écoutez, moi je l'ai rencontré quand même, le ministre de l'Agriculture. D'ailleurs, depuis qu'il est en place, moi je l'ai quand même rencontré 3 fois, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur en 4 ans. Donc on a quand même un ministre de l'Agriculture. De là à dire qu'il impose son point de vue de ministre de l'Agriculture, je vous laisserai juge. C'est vrai qu'il avait pris un certain nombre de positions au tout début de son mandat de ministre en faveur de l'agriculture. Force est de constater qu'a priori, le gouvernement ne lui a pas donné raison et a donné raison plutôt au ministre de l'Environnement. Alors pourtant, c'est important dans le fonctionnement des relations entre les organisations agricoles d'avoir un ministre qui porte bien la voix aussi du secteur. Écoutez, moi, je suis plutôt le sentiment qu'il la porte, mais effectivement, peut-être que ça n'est pas un grand communicant. Et il s'adresse effectivement aux élus, il s'adresse aux organisations professionnelles. Peut-être que ça ne se voit pas suffisamment. Le point positif, c'est qu'il vous reçoit, vous, en tant que député européen. Ah oui, ça, je dois dire qu'il est à l'écoute. Au moment des EGA, c'est vrai que l'Europe n'était pas très présente dans les débats. Pour autant, quand on l'a sollicité, il a très volontiers accepté que nous soyons présents avec mon collègue Michel Dantin, mon collègue Éric Andrieux et d'autres pour participer aux discussions des EGA. Oui. Alors, c'est vrai que vous êtes engagé sur le dossier du glyphosate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce que moi, je suis d'abord une agricultrice. J'en utilise pas forcément sur mon exploitation parce que je produis des légumes. Alors si vous mettez du glyphosate sur les légumes, vous ne récoltez pas grand-chose. Hein. Mais parce que depuis plus de 15 ans maintenant, je suis engagée dans la réduction d'utilisation des produits phytosanitaires. Sauf que ça ne veut pas dire ne plus en utiliser du tout. Ça veut dire développer des alternatives pour se substituer aux produits phytosanitaires. Or, dans le cas du glyphosate, le risque en matière de santé humaine n'est pas avéré, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Moi, j'ai étudié beaucoup de textes au plan européen, ça n'est pas avéré. Et puis, secondo, il n'y avait pas d'alternative immédiate. Et ça a impacté encore plus violemment les exploitations qui, elles, s'étaient engagées dans des procédures et des process de production plus respectueux dans l'environnement. Donc, je trouvais que cette double peine était foncièrement injuste et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée dans ce dossier au plan européen et où j'ai apporté une bonne dizaine d'amendements au texte initial de la Commission pour, réserver l'utilisation du produit à des professionnels, donc des gens qui passent une certification et on vérifie qu'ils savent utiliser les produits, qu'ils savent les doser, qu'ils savent comment les utiliser, qu'ils en connaissent les risques. J'ai aussi déposé un amendement pour dire qu'il faut mettre des fonds pour la recherche et l'innovation. Il faut doter nos agences européennes qui testent ces produits de moyens financiers pour leur donner plus d'autonomie. Donc voilà, je ne veux pas faire la liste à l'après-vert de l'ensemble des amendements que j'ai déposés et qui ont été adoptés à une très large majorité. Mais ce qui m'a beaucoup agacé dans la position de la France et particulièrement du président de la République qui a fait toute sa campagne en disant « moi je suis un Européen convaincu, donc l'Europe prend des décisions, je les appliquerai telles que ». Eh bien non, force est de constater qu'une fois de plus, le démon français a habité le président de la République et il faut faire pas comme les autres, il faut faire encore mieux que les autres sans forcément avoir d'alternative. Alors j'ai vu que depuis le salon, il a un peu corrigé sa copie. Le signal envoyé n'est pas le bon signal. C'est vrai que le Mercosur est au cœur des débats, à la fois à cause des enjeux qu'il y a derrière, mais aussi parce qu'on a du mal à comprendre la position du président, à la fois qui cherche à faire des produits de qualité et à protéger les agriculteurs français, et de l'autre côté, d'ouvrir les frontières à 80-100 000 tonnes de bovins. Là aussi, enfin, c'est je veux tout en même temps, mais je veux tout et son contraire. Là, il y a un moment, le principe de réalité fait que ça ne marche pas du tout, ce genre de choses. Ça veut dire que d'un côté, on fait de la communication, puis de l'autre côté, les actes ne sont pas en adéquation avec les déclarations. Quand le texte est passé au Parlement européen, moi, je me suis abstenue parce que je considérais que ça n'était pas un accord équilibré et qu'en tous les cas, les effets sur un certain nombre de filières sensibles, comme la filière bovine, n'étaient pas acceptables et qu'il fallait des compensations. Or, ces compensations ne sont pas prévues
au plan communautaire. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité voter pour ce texte. Je trouve qu'il y a un danger. Alors je veux bien entendre le président de la République qui dit c'est pas à cause du Mercosur que la filière va mal. Non, ça on est tous d'accord. Sauf que le Mercosur va en rajouter une couche. Et je pense que la filière bovine n'a pas besoin de ce signal supplémentaire qui, au-delà du signal, va avoir des conséquences catastrophiques et qui sont d'ailleurs à mettre en perspective avec aussi un autre élément auquel cette filière a affaire, c'est la baisse de la consommation. Et la production, elle n'a pas baissé en volume. Donc, baisse de la consommation, augmentation des importations, on connaît le résultat de l'équation, ça veut dire mort de la filière. Mais à la fois, il y a un point très positif, ce président de la République, c'est qu'il remet en cause les agriculteurs. Il leur dit, même aux filières, attention, il faut tout remettre noir sur blanc, il faut travailler, il faut se remettre en cause. Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais enfin, attendez, moi, en tant qu'agricultrice, je n'ai pas attendu M. Macron pour me remettre en cause, il y a plus de 10 ans, sur l'utilisation des produits phytosanitaires. D'ailleurs, la filière que je présidais à l'époque a été la première à mettre un groupement d'intérêt scientifique en place pour l'alternative à l'utilisation des produits phytosanitaires. Quand on voit les progrès technologiques, techniques, de process qu'ont fait les agriculteurs ces 20 dernières années, pour moi, c'est presque de la provocation. Ou alors, c'est une méconnaissance parfaite de la façon dont le milieu agricole a évolué ces 20 dernières années. Hier ou avant-hier, vous étiez dans un comité de comitologie, je ne connais pas ce mot. Oui, ça c'est un mot effectivement un peu bruxellois. En fait, la comitologie, c'est un ensemble de règles qui président à la façon dont les textes sont adoptés dans un certain nombre d'instances. Et en l'occurrence, à l'occasion du glyphosate qu'on évoquait tout à l'heure, il se trouve que les commissions qui avaient à statuer sur cette question de la remise en marché ou pas du glyphosate se sont trouvées dans l'impossibilité de décider, puisque la règle des 2 tiers n'était pas respectée. Et donc, on s'est trouvé dans une espèce de no man's land. Le président Juncker a dit « ça n'est pas à la Commission de prendre à la place des États des positions politiques ». Et donc, il faut revoir ces règles de prise de décision. Et mon groupe politique m'a confié le rapport sur ces ensembles de règles de décision. Et j'ai présenté hier matin, effectivement, ce texte au vote de mes collègues au Parlement, en commission. Et donc, très prochainement, il passera en session plénière du Parlement. On aborde le sujet européen. Est-ce que vous êtes confiante sur la PAC? Est-ce que le budget va être au rendez-vous? Est-ce qu'il va y avoir toujours plus de subsidiarité? Comment vous voyez la chose? Je crois qu'il faut dissocier la question d'une politique agricole commune qui doit mieux préserver les revenus des agriculteurs du budget. Le budget, c'est un sujet qu'il faudra régler. Mais on ne peut pas attendre le budget pour dire qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on attend de notre agriculture demain. Le président Juncker, je suis désolée d'en revenir là, mais comme j'entends aucun chef d'État, le nôtre en premier, se positionner, j'entends le président Juncker dire dans son discours sur l'état de l'Union, il y a une bataille qu'on ne peut pas perdre, c'est la bataille de l'alimentation, de notre souveraineté, de notre sécurité alimentaire. Eh bien, c'est ça le cœur du réacteur de la prochaine politique agricole commune. C'est quelles vont être les mesures que nous allons être capables de mettre en place pour faire en sorte que le revenu des agriculteurs, qui aujourd'hui est malmené par la volatilité des prix des marchés agricoles, dont l'amplitude à la hausse et à la baisse est de plus en plus importante et dont la fréquence de cette amplitude se rapproche. Donc il faut qu'on arrive à sécuriser un certain nombre de dispositifs pour que le revenu des agriculteurs soit assuré et qu'on garde une agriculture européenne performante. Et moi, je pense aussi, évidemment, à l'agriculture française, qui était une des premières en Europe et qui est en train de se voir déclassée année après année. Avec votre regard européen, il est clair qu'il n'y a pas un consensus aujourd'hui sur cette vision française de la PAC par rapport aux autres pays. En tous les cas, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie volonté de garder une politique agricole commune quand j'entends l'expression de mes collègues parlementaires. J'ai un peu le sentiment que les choses sont en train de se positionner de cette façon-là au Conseil. Pour autant, je trouve que la copie de la Commission est un vide sidéral et qu'il y a 2 éléments qui aujourd'hui sont complètement absents de la proposition de la Commission. C'est toute la thématique de l'économie. Or, on ne fait pas vivre une agriculture sans économie.
et toute la thématique de l'investissement. Il n'y a pas un mot sur l'investissement et pas un mot sur l'économie dans la proposition de la Commission. C'est une proposition technocratique et de façon un peu provocatrice, nous l'avons dit avec mes collègues à la Commission la semaine dernière, ça donne un peu le sentiment qu'on justifie la baisse des effectifs à la Direction générale de l'agriculture de la Commission européenne. On arrive déjà au terme de cette émission. Une toute dernière question. Le loup est en Île-de-France aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'on a totalement ignoré le monde rural dans la réflexion autour du loup? Oui, enfin, on ne peut pas faire un autre constat. Enfin, on voit bien aujourd'hui quels sont les lobbies qui sont à l'œuvre. Enfin, moi, j'adore les animaux, mais il y a un moment où si les animaux sont des prédateurs de l'équilibre de vie dans le milieu rural des hommes, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Si les loups sont loin dans les montagnes, why not, j'allais dire. Mais aujourd'hui, les loups sont aux portes de nos villes. Je suis aussi maire d'une commune. Pour le moment, mon département est préservé, mais j'en parle avec des collègues de départements de l'Eure-et-Loire et autres. Certains sont obligés aujourd'hui de prendre des décrets pour interdire de se promener dans un certain nombre de bois. Où en est-on arrivé? Je crois qu'il y a un moment, il faut savoir raison garder et il faudrait qu'un certain nombre de collègues politiques retrouvent un peu de bon sens paysan. Ça révèle quoi? Ça révèle une absence de prise en compte de 90% du territoire qu'est la France. Ce sont les territoires ruraux dont sont effectivement issus de moins en moins de Français. Mais tous ces Français qui sont dans les villes, ils aiment aussi les campagnes. Et s'ils ne peuvent plus s'y promener demain, je crois qu'il faut qu'ils prennent conscience que tout ça ne peut pas durer. Ça révèle le poids de quelques associations et peut-être le manque de courage politique? Ben ça, je suis assez mal placée pour le dire parce que je suis politique aussi. Mais voilà, c'est l'occasion. Moi, je milite pour qu'on ait plus de courage. Alors effectivement, si l'objectif c'est de regarder si on va être réélu la prochaine fois, ça ne marche pas bien. Moi, mon engagement, c'est de défendre des valeurs et peu importe ce qui arrivera demain matin. Angélique Delahaye, merci beaucoup d'être venue ici sur ce plateau. Et puis merci à vous.